Je suis un orphelin hébergé par la famille Davis et par dettes et responsabilités. J'y ai épousé Sarah Davis atteinte de troubles mentaux. Je savais qu'elle ne m'avait jamais aimé et que je n'étais qu'un substitut de la personne dans son cœur. Le jour où Sarah a retrouvé sa lucidité, elle a lâché ses mots. Ethan, profité de mon esprit confus pour me forcer à t'épouser, tu me dégoûtes. Le jour où son bien-aimé est revenu, j'y ai volontairement présenté les papiers du divorce. Sarah serrait les dents et m'accusait d'être cruel, ses yeux débordant de haine. Mais ma vie touchait à sa fin avant de partir. J'y emporterai avec moi en enfer le démon qui elle avait blessé. À l'âge de 10 ans, ma famille avait été sauvagement assassinée par vengeance. Je fus le seul survivant. Le meurtrier avait tout planifié, pas de preuves, pas de caméra. Sarah, qui sautait à la corde devant la porte, fut la seule témoin de ce crime. La petite fille se tenait derrière la vitre sans teint pour identifier le meurtrier, sur la pointe des pieds, la tête haute, sa queue de cheval balançant doucement sans la moindre trace de peur sur son visage. Le jour où le meurtrier a été traduit en justice, mon oncle éloigné m'a emmené remercier Sarah. Le père de Sarah lui a donné une gifle qui t'a permis de te mêler de ceux qui ne te regardaient pas. Ce type est malade mental, il ne sera pas condamné à mort et il reviendra sûrement se venger sur notre famille. J'y ai eu tort, papa, j'y ai eu tort. Les sanglots de Sarah me transperçaient le cœur comme une lame répétée. Une vague d'amertume m'envahit, me laissant un goût particulièrement amer. Faire régner la justice, pourquoi est-ce une erreur? Ne pleure pas, si ce méchant revient te faire du mal, je te protégerai au péril de ma vie. Quel poids pouvait avoir la promesse d'un enfant de 10 ans? Sarah n'y croyait évidemment pas. Je suis resté logement chez les Davis, c'est mon oncle qui a négocié avec eux les frais de subsistance payés mensuellement. Il me suffisait d'un endroit pour manger, dormir et étudier. Après m'avoir installé à la hâte, mon oncle n'est jamais plus revenu me voir. Je savais très bien tout cela. Ma tante disait que j'y étais une personne de malheur, que j'y avais porté la mort sur toute ma famille et que mon oncle et sa famille ne voulaient pas vraiment me recueillir. L'héritage de mes parents a été accaparé par la famille de mon oncle et les Davis en ont encore prélevé une partie, si bien qu'il ne restait presque plus rien pour moi. Mais cela m'était égal tant que Sarah était encore à mes côtés. Un après-midi ensoleillé, un petit bureau bancal. Le chant des cigales, les uniformes scolaires, la douce odeur de la pastèque, les pages des livres qui bruissent sous le vent. Sarah était si fatiguée qu'elle ne tenait plus assise, sa tête reposait sur mon épaule et elle bâillait par intermittence. L'ombre tachetée des arbres tombait sur les cils de Sarah encerclant tout mon monde. Elle était belle, toujours entourée d'une nuée de garçons comme des mouches autour de ma fleur précieuse, et je ne supportais pas ça. Surtout le petit voyou Jacques qui la bloquait tous les jours sur le chemin de l'école. Je n'ai pas pu m'empêcher de frapper Jacques, mais le lendemain je l'ai vu avec un œil au beurre noir affalé sur sa moto, le bras autour du cou de Sarah. Sarah, ton petit frère se mêle de toi. Je me suis précipité, mais Sarah m'a arrêté. Ethan, tu te prends pour qui? Occupe-toi de tes affaires. T'es le frère de Sarah, j'y ai pas peur de toi, je veux juste pas m'abaisser à ton niveau. Jacques avait un sourire narquois en ouvrant son sac déchiré révélant une arbalète luisante d'huile. Sarah monta sur sa moto et partit en trombe. Ce qui arriva ensuite fut inattendu. Pour protéger Sarah, Jacques transperça la tête d'un autre voyou avec un harpon puis finit en prison. Sarah fut profondément traumatisée durant ces 3 années. Son état mental fluctuait au point qu'elle dut interrompre ses études. L'année où elle fut admise à l'université, le père de Sarah me prit à part et me sermonna. Ethan, on n'oublie pas d'où on vient, notre famille t'a pris en charge si longtemps, tu dois revenir veiller sur Sarah et prendre soin d'elle toute ta vie. Je revins comme promis en secret. Je m'étais réjoui que le monde elle est abandonné, elle n'appartenait plus qu'à moi désormais. Le jour où je l'ai épousée, elle a levé la tête en souriant, ses yeux brillants comme des étoiles. La seconde suivante, elle a pincé ses lèvres et m'a appelé doucement Jacques, tu es rentré. De Sarah m'a pris pour Jacques, nous ne nous ressemblions en rien, pourtant elle s'est obstinée à monter sur le canapé pour m'embrasser dans une posture maladroite. C'était son dernier souvenir avec Jacques, un passé qui n'appartenait qu'à eux deux, que personne ne pouvait perturber. J'y ai perdu mon sang-froid et repoussé son bras loin de moi. Les yeux de Sarah se sont immédiatement emplis de larmes, la terreur et le désespoir alternant pour lui arracher sa fierté, comme si cela m'étouffait aussi. J'y avais promis de protéger Sarah et pourtant je n'étais pas à ses côtés quand elle avait le plus besoin de moi. Je n'avais même pas le droit d'être en colère. Après le dîner, elle sautait à cloche-pied pieds nus sur le sol, tenant son ourlet de robe d'une main tremblante. Ma camarade de fac est venue de loin pour me voir les yeux remplis de larmes, trouvant que je ne mérite pas ce sort. Cher aîné, tu étais le meilleur diplômé de notre promotion, le professeur comptait sur toi pour poursuivre tes études et lui faire honneur. Regarde dans quel état tu vis maintenant, des mains faites pour manier le scalpel, tu comptes les utiliser tous les jours pour éplucher des fruits pour cette folle. Manier le scalpel, c'est vivre, et éplucher des fruits, ce n'est pas vivre. Je tendis la pomme épluchée à ma camarade tout en fixant les pieds de Sarah. Des ailleurs, j'y ai choisi la médecine pour mieux m'occuper d'elle. La pomme roula par terre loin se couvrant de poussière. La camarade de classe me prit le visage entre ses mains et s'approcha sans retenue. Cher aîné, je t'ai déjà avoué mes sentiments tant de fois à l'école, je t'ai aimé et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ah, ma pomme est toute sale. Sarah courut après la pomme, trébucha soudain et tomba lamentablement, pleurant à chaudes larmes en battant des pieds. Je repoussai aussitôt la camarade pour aller la réconforter. Derrière moi, la voix moqueuse et pleine de ressentiment de la camarade résonna, tu le regretteras. Sarah enfonça sa tête contre ma poitrine avec une telle force que ce fut comme recevoir un coup de tête à la fois douloureux et drôle. Dans un état de confusion, j'y ai eu l'impression qu'elle était jalouse. Baissant les yeux vers elle, mon sourire se fit tendre. Que pouvais-je faire? Elle était tout mon monde. La chute de Sarah semblait légère, mais à l'hôpital on diagnostiqua une commotion cérébrale. Après plus d'1 mois d'hospitalisation, elle se plaignait quotidiennement de maux de tête, son état de santé fluctuant entre amélioration et rechute. Ce jour-là, une violente pluie s'abattit alors que je m'empressais de fermer la fenêtre. Sarah ouvrit soudain les yeux et agrippa ma manche. Ethan, comment as-tu pu profiter de ma vulnérabilité? Sarah, tu es réveillée, ne m'appelle pas comme ça. Son regard semblait s'être perdu dans une nuit sans étoiles. Tout étincelle. Ethan, profiter de ma confusion mentale pour me forcer à t'épouser, tu me dégoûtes.
Sarah avait retrouvé sa lucidité et le temps suspendu autour d'elle se remit à s'écouler à toute vitesse. Elle consacrait beaucoup de temps à combler ses années perdues à étudier, passer des examens et se réintégrer dans la société. À partir de ce jour, notre mariage est devenu une torture mutuelle. Je savais parfaitement que la personne gravée dans son cœur n'était pas moi. Ce jour-là, J avait préparé une table de ses plats préférés avant même que je puisse parler. Elle m'a demandé sans détour: divorçons-nous. La main trembla soudainement, faisant teinter le bol contre la table avec un bruit cristallin. Peut-on ne pas divorcer? C'est vrai, notre cher docteur Ethan est en pleine ascension professionnelle en ce moment. Un divorce ne serait pas très élégant. Sarah mordilla son bâtonnet de riz avant de lâcher lentement ses mots. Continuons à faire semblant pour elle instant. J'ai acquiescé avec un rire amer. Sois tranquille, je ne peux pas te retenir de force. Dès que Jacques reviendra, nous divorcerons. 3. Jacques était un fils de riche encore jeune lorsqu'il avait blessé quelqu'un. Sa famille a acheté la réconciliation avec de l'argent, puis elle a immédiatement envoyé à l'étranger. La famille de Jacques considérait Sarah comme un porte-malheur et elle n'a jamais pris soin d'elle pendant les années où elle souffrait de troubles mentaux. J'y ai entendu dire par des autres que Jacques avait finalement réussi, qu'il avait créé sa propre entreprise et qu'il était assez connu dans le milieu. Il n'était plus le petit voyou effronté des autrefois. Ces derniers temps, Sarah se donnait à fond comme si elle voulait faire une journée 10. Je savais qu'elle avait peur que Jacques la méprise. Une violente quinte de tout me réveilla au milieu de la nuit. Ma poitrine brûlait, une douleur lancinante m'irradiait. La lumière du bureau était encore allumée. Sarah affalée sur le bureau leva les yeux vers moi. Prends tes médicaments si tu dois les prendre. Tu es médecin, tu sais ce que tu fais. C'était rare qu'elle ne me balance pas une remarque glacée, même si ce n'était qu'une parole en l'air. Cela me réconfortait. Je me rapprochai un peu et murmurai: j'y ai entendu dire que Jacques reviendrait en visite familiale pendant les vacances de printemps cette année. Oh, tu es si impatient. Si tu en as assez de vivre avec moi, pas besoin d'attendre le retour de Jacques. Nous pouvons divorcer à tout moment, il suffit que tu le demandes. Le stylo de Sarah s'arrêta soudain. Elle se redressa en s'étirant, éteignit la lumière sans même me regarder en face. Épuisé, vidé de toute énergie, je voulais seulement la faire sourire, mais je savais parfaitement que celui qui pouvait la rendre heureuse n'était pas moi. Autour du nouvel an, lors du dîner du service, tout le monde était venu en famille, seul moi j'y étais la solitaire. J'y en ai parlé à Sarah penchée sur son bureau. Elle n'a même pas levé la tête. Je n'ai pas le temps de jouer à la dinette avec toi. Voir les autres si heureux ensemble, dire que je n'étais pas envieux aurait été un mensonge. Ethan, soit tu romps définitivement, soit tu fais un dernier effort. Mon collègue Dave m'a tapé sur l'épaule en parlant tout en secouant la tête. On ne vit pas pour souffrir, ne te laisse pas de regrets. Je ne bois pas souvent et je supporte très mal l'alcool. Une demi-bouteille de whisky plus tard, avant même d'avoir pu le digérer, j'y avais tout rendu. J'y ai passé la nuit au bureau et me suis réveillé le matin avec une migraine atroce. J'y ai attrapé le narcisse posé sur le bureau et me suis précipité chez moi. Dave m'a fait sursauter. Tu es encore ivre. La course caritative de l'hôpital est après-demain. J'y ai poussé violemment la porte des entrées. Sarah se tenait devant l'évier, un tablier autour de la taille, en train de préparer le petit déjeuner. La maison était remplie d'une épaisse fumée, comme si elle allait prendre feu. Ces dernières années, elle souffrait de troubles mentaux et c'est moi qui m'occupais de toutes les tâches ménagères. Après son rétablissement, elle avait proposé de partager certaines corvées et elle s'était même portée volontaire pour préparer un Wellington steak pour me montrer ce dont elle était capable. Avant même de prendre ma première bouchée, j'y avais déjà pris la décision de garder le sourire, peu importe à quel point ce steak serait mauvais. Mais dès ma première coupe, le steak était encore cru. À partir de ce jour, je ne l'ai plus jamais laissé entrer dans la cuisine. Désolé, hier c'était le repas de service. J'y ai trop bu et je n'ai pas pu rentrer à temps pour te préparer le petit déjeuner. Je me précipitais pour lui prendre la spatule des mains tout en essayant de détacher son tablier. Sarah se raidit maladroitement et me repoussa. Ne t'approche pas autant, nous avons de la visite. Je me retournai et vis Jacques. Ethan, ça fait longtemps. Face à moi, Jacques était élégant et séduisant, habillé avec goût et s'exprimant avec aisance, à l'image même d'un entrepreneur ambitieux en pleine réussite. Un sourire amer. Pas étonnant que Sarah ait mis un tablier avec tant d'enthousiasme pour cuisiner. Ce n'était pas parce que je n'étais pas rentré de la nuit, mais pour Jacques. Tu ne devais pas revenir seulement pour les vacances de printemps. Comment peux-tu parler ainsi à notre invité? Sarah me donna un coup de coude dans les côtes, trouvant mon ton sarcastique. Je me dérobai en riant, écartant sa main. Le temps semblait soudain avoir fait marche arrière, revenant à cette époque où nous n'étions que tous les deux. Ce n'est que dans ses lointains souvenirs qu'elle pouvait être si vivante, si insouciante. Cela fait si longtemps que vous ne vous êtes pas vus aller discuter dehors. Je m'occupe du petit déjeuner. Je les ai chassés de la cuisine, mais Jacques est revenu, me sondant délibérément. Ou non, Sarah ne sait même pas tenir une spatule. Tu as vraiment été gentil avec elle toutes ces années. C'est ma femme, c'est normal. Jacques a soudain éclaté de rire. Si tu la considérais vraiment comme ta femme, tu ne l'aurais pas laissée intacte toutes ces années. Je savais que Jacques aimait toujours Sarah, sinon il ne se serait pas précipité de revenir dès qu'il a appris qu'elle avait recouvré la raison. La raison me disait que je devais me réjouir pour Sarah, mais en entendant Jacques venir affirmer ses droits, je n'ai ressenti qu'une rage et une colère inextinguibles. Un silence gênant, seulement troublé par le crépitement des œufs qui cuisaient dans la poêle. Ethan, après toutes ces années, tu n'as toujours pas surmonté ce blocage. J'y étais jeune et stupide à l'époque, je reconnais mes torts et je les regrette. Soupir. Vous étiez si proches qu'on aurait pu vous prendre pour frère et sœur. Qui aurait cru que toi aussi tu aimais Sarah? Son excuse tardive ressemblait à une exhibition éhontée. Tant d'années passées à ses côtés à prendre soin d'elle et pourtant je n'ai pas réussi à remplacer sa place dans le cœur de Sarah. Quel échec. Je ne l'aime pas, c'est toi qui m'ennuie. Je retournais les œufs dans l'assiette, elle est impassible avant de jeter la spatule à table. Le petit déjeuner prêt, je disposais 2 couverts face à face sur la table comme des habitudes. Ce n'est rien, je n'ai pas faim, j'y ai déjà mangé dans l'avion. Je viens de dire à Sarah de ne pas se déranger. Jacques, rodé aux usages du monde des affaires, prit à l'initiative de sauver la situation, craignant que Sarah ne perde la face. Manger tous les deux, je dois me dépêcher pour aller travailler. Cette maison était si petite qu'elle ne pouvait contenir que 2 personnes. Que aurais-je gagné à rester de force, sinon à m'attirer à l'humiliation?
Sarah hésita, ouvrit la bouche puis finit par ne pas me retenir tandis que je sortais. Jacques me suivit laissant inconsciemment transparaître une attitude de maître des lieux. Puisque tu n'aimes pas Sarah, tu es l'as épousée par reconnaissance et n'est ce pas, je comprends parfaitement. Gâcher une belle vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas est une chose bien triste. Ces mots résonnent à mes oreilles, me transpercent au point de m'étouffer. C'était sans doute pareil pour Sarah. Il y a un pot de narcisse là-bas, prends-le et dis que c'est toi qui l'as acheté. Je m'arrête et montre les 3 espaces entre le rebord de la fenêtre et le grand arbre. Prends bien soin des elle à venir. 5. Le travail est le meilleur moyen de détourner son attention. Durant plusieurs jours je déborde d'une énergie inhabituelle. Arrivant au bureau rayonnant de joie, tout le monde pense que je vais être promu. Ce n'est qu'après avoir atteint un épuisement extrême que je parviens à m'enrouler sur le canapé et à sombrer dans un sommeil profond au point de souhaiter ne jamais me réveiller. Sarah m'a appelé plusieurs fois mais j'y ai toujours raccroché rapidement sous prétexte d'être occupé par le travail. Pour être honnête, j'y avais peur qu'elle me parle de divorce. Je suis comme une autruche qui aime cacher sa tête dans le sable. Tant que je n'y fais pas face, je peux faire comme si ça n'existait pas. Ma toux s'est aggravée à cause d'une maladie prolongée et d'un manque de repos. Quand je tousse, c'est rauque et haletant comme un vieux fumeur invétéré de plusieurs décennies. Mon cher aîné, même un corps en fer ne peut résister à un tel rythme. Une tasse d'OM étendue de comprimés directement glissée dans ma bouche. J'y ai demandé à être muté ici pour un échange des études. Désormais ce sera moi qui te surveillerai pour prendre tes médicaments. Ma camarade de classe a renoncé aux avantages d'un grand hôpital en ville pour s'entêter à venir dans ce petit hôpital de campagne qui manque de tout. Comment pourrais-je ne pas comprendre ses intentions? Mais ma vie est déjà en ruine, je ne peux pas gâcher la sienne. Combien de temps comptes-tu rester? 6 mois. Un an. J'y ai froncé les sourcils. Ne joue pas avec ton avenir, rentre vite. On verra quand le moment viendra, ne t'inquiète pas, je suis responsable de ma propre vie, je ne t'imposerai pas. Elle ouvrit sa boîte thermos et me tendit un délicieux repas de nuit. Tu aimes les raviolis italiens fait maison farcis au jaune des œufs? J'y ai appris la recette auprès d'un grand chef goutte. La porte s'ouvrit avec un bang. Sarah jeta un plat à emporter devant moi, faillit tout renverser sur la table. La jeune étudiante la regarda puis moi et plaisanta en souriant. Sarah, tu t'es reconvertie dans la livraison. Une jeune fille si jolie, comment peut-elle parler si durement? Sarah se retourna, le visage sombre. Sarah, elle est trop jeune, ne lui en veux pas. Et toi petite, cette plaisanterie dépasse les bornes, ne parle pas comme ça à Sarah. Après ces remontrances, je levai les yeux vers les joues rougies par le froid de Sarah. Il fait si froid, tu n'aurais pas dû sortir. D'accord, c'est moi qui me mêle de ce qui ne me regarde pas, je te dérange? Sarah eut un sourire froid, le visage sombre. Demain tu rentres à la maison, on ne peut plus repousser cette discussion. Son cœur se serra brusquement, finalement il ne pourrait plus l'éviter. Sarah a osé envoyer des raviolis italiens aussi, ils sont si mal faits qu'ils osent encore faire commerce, dit à Sarah de les blacklister qu'on n'en commande plus jamais. La jeune étudiante n'y prêta aucune attention, ouvrant elle-même le couvercle du plat à emporter. Les raviolis à l'intérieur étaient tout de travers, la pâte déchirée laissant apparaître la farce. Impossible qu'ils viennent du commerce, c'était forcément l'œuvre de Sarah. Je ne pus m'empêcher de rire jusqu'à en avoir les yeux qui piquaient. Elle s'est donné du mal, c'est son cadeau des adieux pour notre divorce. Si nos négociations furent plus calmes que prévu, un calme si étrange que nous en étions nous-mêmes stupéfaits. Sarah parcourut rapidement le contrat de divorce avant de le jeter négligemment comme si rien ne s'était passé. Je lui rappelle, regarde ce qu'il y a écrit, vois et s'il manque quelque chose ou si quelque chose ne va pas et on en discute pour modifier. Laisse ça là, je ne suis pas très futé, j'y ai besoin de temps pour digérer tout ça. Sarah évite mon regard, sa main qui épluche une orange et s'arrête net et elle grimace de douleur. Son annulaire gauche était recouvert d'un pansement, je ne comprenais pas comment on pouvait se couper à ce doigt en préparant des raviolis. Mais finalement je n'ai pas posé la question. Sarah, ça va entre toi et Jacques? Sarah hocha la tête. D'accord, il m'a même emmené à une réunion des anciens élèves il y a 2 jours. Dis-moi, les gens ne sont-ils pas tous si intéressés? Ils se sont tous pressés autour de lui pour le flatter sans fin et presque personne ne se souvenait de moi. C'est bien, elle a été folle pendant tant d'années et je craignais que Jacques, maintenant accompli et célèbre, ne la regarde de haut. Maintenant Jacques, elle l'emmène partout avec lui pour rendre visite à des parents et amis sans la moindre trace de mépris. Il a encore un peu de conscience après tout. Alors fais vite pour finaliser et l'accord de divorce, réglons cette affaire et toi et Jacques n'aurez plus rien à craindre. J'y ai occupé Sarah pendant tant d'années, il est temps de la rendre à celui qu'elle aime. Nous sommes divorcés et tu veux encore contrôler avec qui je suis? Sarah ricane. Ou bien c'est parce que tu veux partir au bout du monde avec ta petite camarade de classe et que tu te sens coupable, alors tu dois me trouver un autre pigeon pour prendre le relais. Ce n'est pas ce que je veux dire. Maintenant tu me reproches de t'avoir retardé avec ta petite camarade, c'est ça qui t'a obligé à m'épouser, qui a besoin de ta pitié? Sarah se lève soudainement, déchire violemment les papiers du divorce sur la table et crie avec rage, quand j'y étais folle, tu aurais pu partir au bout du monde, pourquoi es-tu revenu? T'es enchaîné à moi, Ethan, tu te prends pour un saint sauveur répandant et l'amour partout, c'est ça. Je me lève brusquement et la serre fort contre moi. Sarah se fiche complètement stupéfaite. Je ne l'ai pas épousée par pitié et je ne l'ai jamais considérée comme une sœur. Trop de mots tournaient dans ma tête mais à la fin il ne restait plus qu'une phrase sèche, je veux que tu ailles bien et ce qu'on pourrait. Je ne veux pas divorcer et s'il y avait la moindre possibilité je ne voudrais pas la céder à Jacques. À portée de vue sur la table s'étalait un tas de croquis désordonnés et à côté des esquisses froissées dépassait un demi-passeport. Sarah avait toujours aimé bricoler ces choses-là durant les années où elle était encore lucide. Elle avait confectionné de nombreux vêtements pour ses poupées avec des chutes de tissu et disait vouloir devenir styliste plus tard. Jacques lui avait trouvé une opportunité pour qu'elle puisse se former professionnellement à Milan. C'était un avenir que je ne pouvais pas lui offrir, je veux dire, soyons francs, traîner les choses ne fera que rendre ça plus douloureux. Je ravalai en silence la suite de ma phrase, nous ne pouvions finalement rien faire. La gorge me démange et une nouvelle quinte de tous irrépressible me secoue. Ma paume est moite et humide, couverte de taches de sang, je n'ose pas lever les yeux, m'empressant de tout essuyer avec un mouchoir de peur que Sarah ne le voie. Sarah me regarde froidement par derrière et lance ces mots, très bien, je vais t'accorder ce que tu veux. Cette seigneur, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu es si gravement malade et tu dors tous les jours au bureau.
Dès que J ai vu le tiroir ouvert, J ai su que je ne pourrais plus rien cacher. J ai remis silencieusement le rapport médical dans le tiroir, elle est verrouillée et sourit amèrement. Ce n'est rien de grave, ne t'affole pas comme ça. J'y avais été infecté par un patient auparavant, à l'époque je ressentais déjà des douleurs thoraciques et une grande fatigue, mais je me suis dit que j'y étais jeune et que ce n'était pas grave. J'y ai traîné jusqu'à ce que ça devienne un cancer du poumon en phase terminale. Et ce qu'elle le sait, la jeune étudiante, les yeux rougis, était assise en face de moi. Après un long silence sans réponse, elle murmura apparemment non. Je suis désolé petite sœur, elle resta silencieuse un moment comme si elle venait de comprendre quelque chose. Pas étonnant que tu te sois rapproché de moi ce jour-là, c'était pour qu'elle te rejette. Non, pour être honnête, je m'en fiche d'avoir été utilisé. Ce qui me désole, c'est que tu ne te soucies même pas de ta propre santé. Elle marqua une pause en roulant une mèche de cheveux autour de son doigt avant de la glisser derrière son oreille. C'est mieux ainsi, Sarah ne te mérite pas, la vie est encore longue après le divorce, je t'accompagnerai pour te soigner. Et l'avenir, toutes ces années je n'ai vécu que pour protéger Sarah, sans elle quel avenir pourrait-il bien me rester? Ne réponds pas, le téléphone a sonné et ma camarade de classe m'a arraché mon portable avec une rapidité éclair. Ne te laisse pas la chance de fléchir. C'était la sonnerie dédiée à Sarah durant ces années de folie. Dès qu'elle entendait cette mélodie, une expression de bonheur enfantin apparaissait sur son visage. C'est pourquoi je l'ai écouté avec elle des dizaines de milliers de fois. Ce n'est que le jour où j'y ai entendu la même sonnerie sur le téléphone de Jacques que j'y ai enfin compris. À cette époque, Jacques et Sarah étaient assis sous un grand arbre au bord de la rivière, chacun avec une écouteur, partageant les secrets de leur jeunesse qui n'appartenaient que à eux. Ces jours-là, il n'y avait pas de place pour moi, je n'étais qu'un adolescent chétif, impuissant et furieux, regardant leur silhouette s'éloigner. Passe-moi ton téléphone. Après tout ce temps de mariage, gardons au moins les apparences pour une séparation digne des accords. La junior me jeta le téléphone devant moi. C'est la dernière fois, il n'y aura pas de prochaine. À l'autre bout du fil, la voix de Sarah tremblait de sanglots, incapable de former une phrase complète. Ethan, il est revenu, dépêche-toi, il est vraiment revenu. Qui le meurtrier? Celui qui a tué toute ta famille. Sarah inspira profondément, ses dents claquant et l'une contre l'autre dans un bruit sec. Je l'ai vu, il est revenu pour se venger. 8. Le meurtrier. Karl Morgan souffrait effectivement de troubles mentaux avec des phases de lucidité et de rechute. Lors du procès, il a insisté sur le fait que sa maladie l'empêchait de contrôler ses actes, perturbant à plusieurs reprises les expertises psychiatriques et l'affaire a traîné pendant des années et il n'a finalement pas été condamné à mort. La dernière fois que je l'ai vu, il sanglotait à la barre, se giflant violemment tout en répétant sans cesse qu'il se repentait de ses crimes. Et l'audience terminée, il releva soudain la tête et leva lentement la main pour faire le geste de s'égorger. Je n'oublierai jamais l'expression qu'il avait à ce moment-là, semblable à un chacal féroce et hideux. Karl Morgan avait des accès de folie fréquents, même en prison personne n'osait l'approcher, mais en public il jouait l'homme honnête et rangé, ce qui lui valut une libération anticipée de plusieurs années. Il y a 3 mois, il a ouvert une boucherie en face de notre maison, elle enseigne directement tournée vers chez nous. Chaque jour à l'ouverture, il fixait droit devant lui un regard vide, hachant violemment la viande sur elle, étale un sourire forcément doux plaqué sur son visage. Le couteau s'abattait, les éclats des os et de chair volaient devant sa porte, apparaissaient souvent des os de porc ou de bœuf hachés menus, parfois des abats pourris et puants jetés sous ses fenêtres. Le linge étendu dehors se retrouvait éclaboussé de sang rouge vif de porc ou de bœuf. Même avec la caméra de surveillance, rien n'y faisait. Quand Karl venait, il était équipé de pieds en cap, impossible de capter son visage. Je suis allé au poste de police pour signaler que Karl menaçait notre sécurité personnelle. Karl lui-même a renversé son étalage et s'est assis par terre et a commencé à faire une scène. Vous dites que je vous menace, avez-vous des preuves? Quand j'y ai ouvert ce commerce, je cherchais juste un local pas cher. Comment savais-je que ce serait juste devant chez vous? Maintenant je me repens et je recommence ma vie. Vous voulez vraiment m'achever? J'y ouvre une boucherie pour gagner ma vie à qui? Et ce que je fais du mal, les anciens détenus n'ont pas de droit. Il jouait si bien et l'innocent que les badauds pointaient du doigt en disant que j'y en faisais tout un plat. La police ne pouvait rien faire non plus à ce stade, il n'y avait effectivement aucune preuve des mauvaises intentions de Karl, alors ils se sont contentés de nous faire la morale avant de nous laisser partir. Sarah était terrifiée, faisant cauchemar sur cauchemar toute la nuit. Quand je partais travailler à l'hôpital, elle se recroquevillait dans la maison en tremblant, son état mental se détériorant de jour en jour. Quelques jours plus tard, un fauteur de troubles mal intentionné a sorti nos photos de l'altercation avec Karl de leur contexte et les a postées en ligne avec ce titre accrocheur: un ancien détenu tente de se réinsérer en tenant une boucherie, un couple odieux renverse son étal lors d'une dispute sur les prix. Submergé sous un déluge des informations négatives, mes tentatives de justification et de clarification semblaient dérisoires. Les insultes incessantes et le harcèlement avaient déjà commencé à perturber notre vie quotidienne. J'y avais pris un long congé pour rester à la maison avec Sarah, mais la situation ne s'améliorait pas. Le soir, nous étions assis dans le noir mangeant en silence notre repas à emporter. Sarah lissa ses cheveux et tourna son visage vers l'extérieur, essaie de voir le bon côté avec tant de gens qui nous surveillent. Karl n'osera pas passer à l'acte. J'y esquissai un sourire qui ne vint pas. Si Sarah n'avait pas dénoncé Karl à l'époque, aucune de ses souffrances ne lui serait tombée dessus. Comment pouvait-elle encore chercher à me réconforter? La fenêtre explosa dans un fracas assourdissant, le vieux verre vétuste se brisa comme une surface glacée dégringolant en cascade le long du mur. Je n'eus pas le temps de réfléchir et la serrai contre ma poitrine pour la protéger. Du sang, en voyant le sang qui coulait de mon front et les éclats de verre sur mon corps, elle perdit le contrôle de ses émotions, hurlant et sanglotant de manière hystérique, le regard fixe. Je sentis son corps se raidir par vagues et je craignis qu'elle ne sombre à nouveau dans la folie. Ce n'est rien, touche mon visage, ce ne sont que des blessures superficielles, je vais bien. Sarah hurlait en silence dans mes bras, complètement aphone. Cette fois encore, je n'avais pas su la protéger. Je suis juste parti quelques jours pour entretenir les tombes. Comment ça a pu finir comme ça? Comment as-tu pu la protéger à ce point? Je sais, tout est de ma faute. Face au cri de Jacques, je n'avais même pas l'intention de me justifier. J'y ai préparé tous les documents, nous allons signer les papiers du divorce tout à l'heure.
Ethan, as-tu encore un cœur? Jacques tremblait de colère, prêt à me frapper au visage à tout moment. Dans cet état tu veux encore divorcer d'elle? Joey n'osait pas lever les yeux tout en sortant une chemise de dessous et l'armoire emmène la va dans un endroit où personne ne la connaît recommencer à zéro. Jacques tremblait de colère, elle ne viendra pas avec moi. Si elle viendra c'est certain, je répétais ces mots avec une obstination qui semblait vouloir me convaincre moi-même. Elle t'aime et toi aussi tu l'aimes. Je me suis interposé entre vous toutes ces années, il est temps que ça s'arrête. Tout le monde peut la mépriser, la regarder de haut sauf toi, tu n'en as pas le droit. Jacques m'interrompit avec brusquerie tout en s'ébouriffant les cheveux nerveusement. À l'époque Sarah n'est pas venue avec moi de son plein gré, elle voulait te protéger. Le chef de ce groupe s'appelait Vince et il avait jeté son dévolu sur Sarah, il avait forcé Jacques à l'amener pour que les copains s'amusent avec elle, sinon il le jetterait dans une cuve de ciment pour l'enterrer vivant. Jacques terrifié vola le fusil à harpon de son père et menaça Sarah avec ma vie. Ils ne te considèrent pas comme un frère, ils veulent juste t'entraîner dans leur chute. Si quelque chose m'arrive ce sera toi le pigeon qu'on accusera. Sarah assise à l'arrière de la moto enlaçait doucement la taille de Jacques, son menton posé contre son dos, sa voix douce. Ces types ont une vie pourrie mais ont peur de mourir, toi seul agis sans réfléchir. Ils obligèrent Jacques à passer en premier puis filmèrent la scène pour s'assurer qu'il ne puisse pas faire marche arrière. À cet instant il crut entièrement aux paroles de Sarah. Ils se ruèrent pour déchirer l'uniforme scolaire de Sarah, ses cris et ses appels à l'aide déchirèrent les derniers vestiges de dignité de Jacques. Jacques leva ce fusil à harpon et tira violemment dans la tête de Vince. Avant l'arrivée de la police ils étaient assis tous les deux sous le grand arbre au bord de la rivière écoutant cette chanson. Tu sais pourquoi je n'ai pas peur, j'y ai été agressée sexuellement quand j'y étais petite, je suis pourrie de l'intérieur comme de l'extérieur. Sarah tirait sur son col, le regard vide comme si elle allait se briser en mille morceaux. Je fais souvent ce rêve où au moment où cet homme m'entraîne quelqu'un intervient et le chasse, mais quand je me réveille je suis toujours la même. Mon cœur se tordait de douleur, voilà donc la vérité. Sarah avait connu la pluie, c'est pourquoi elle avait voulu me tenir un parapluie. Je l'aime même pendant mes jours en prison, je n'arrêtais pas de penser à elle. Jacques était particulièrement accablé, chaque mot qu'il prononçait me déchirait le cœur, mais ça ne sert à rien, ce n'est pas moi qu'elle aime. J'y avais compris mais il était trop tard, au final c'est moi qui lui avais fait du tort. À quoi bon dire tout ça? Reprenant son souffle il se releva péniblement, ce divorce est inévitable. Pourquoi tu es aussi borné? Sarah était vraiment aveugle. Jacques leva le poing et avant même qu'il ne s'abatte du sang jaillit de mon nez et de ma bouche. Écoute-moi, je n'ai plus le temps, je vais mourir. Et m'agrippant au bras de Jacques, la douleur dans mes poumons telle une lame affûtée déchirait lentement mon corps, chaque respiration et m'étouffait sous les bulles de sang. Mes yeux papillotaient entre lumière et ténèbres mais je refusais de m'évanouir, je ne veux pas mourir devant elle, c'est trop cruel. Les mains de Jacques trempaient de mon sang, il tremblait, les yeux écarquillés. Je comprends, je vais t'aider. Je m'efforce de sourire pour exprimer ma bienveillance. Une fois divorcé je n'aurai plus aucun attachement. À la fin de ma vie je veux que Karl Morgan paie pour ses méfaits. 10 signes, je pousse le contrat de divorce vers Sarah, je suis muté vers un poste administratif dans un hôpital de la ville voisine, je n'aurai plus à faire de clinique. Ta petite camarade de promo t'accompagne aussi. La voix de Sarah n'est pas encore remise, elle grince des dents en m'accusant de cruauté, son regard débordant de haine. Tu es fort, 10 ans de vie conjugale que tueront sans sourciller. Je relevai les coins de mes lèvres et m'efforçant d'esquisser un sourire, nous n'avons jamais été mari et femme. Ses pupilles tressaillirent violemment, quelque chose s'effondrait dans le silence avec une fragilité déchirante. Je vais signer des abords et ce qu'on pourrait ne pas divorcer. Sarah soudain saisit mon poignet, son regard et n'était plus qu'un abîme de désespoir mélancolique. Je ne suis pas si forte, je n'arrive pas à lâcher prise. Et l'amertume se propagea jusqu'à ma langue rendant les mots à venir douloureusement difficiles. Non. Sarah soudain bondit et me gifla violemment. Ethan ne pense même pas à m'abandonner, je ne signerai pas les papiers du divorce, jamais, toi et moi nous ne nous séparerons jamais. La nouvelle du divorce s'ébruita et les voisins me pointaient du doigt en m'accusant d'avoir trompé Sarah avec une camarade des études, gâchant ainsi sa vie. Jacques se montra plutôt loyal, insistant pour que Sarah parte des abords, se changer les idées à Milan. Cela fait si longtemps que j'y ai enfin rallumé la lumière. Ces derniers jours Sarah était d'une humeur si irritable que toute la vaisselle en a fait les frais, brisés en 1000 morceaux sans qu'il ne reste rien d'utilisable. La lumière chaude et jaune inondait notre petite maison déjà étroite, éclairant chaque recoin de nos souvenirs. Les ingrédients pour faire des raviolis italiens étaient encore dans le placard, j'y ai pétri la pâte et préparé la farce à ma guise et le résultat était finalement plus présentable que ceux de Sarah. Par un froid glacial, une fine coupe de sueur perle sur mon front, recroquevillé sur le canapé, je mange à peine une demi-assiette de raviolis avant que mon estomac ne se soulève violemment, me faisant tout rendre sans exception. Mon corps n'en peut plus, une camarade des universités m'appelle pour m'annoncer qu'elle a pris rendez-vous avec un spécialiste insistant pour que je suive scrupuleusement le traitement. Demain matin à 8 heures, ne sois pas en retard, je murmure en réponse, je t'ai déjà tendu, j'y ai peur de ne jamais pouvoir te rendre l'appareil. Ne dis pas des choses aussi sinistres, sa voix se brise des émotions, on a convenu qu'après ta guérison tu m'inviterais à dîner tant que tu me dois ce repas, tu n'as pas le droit de t'arrêter en chemin. D'accord, je te le promets mon pote, si je te mens je suis un chien. Après avoir raccroché, je me suis levé pour me raser puis j'y ai sorti une veste coupe-vent achetée autrefois du placard. Sarah, où est mon chapeau? Et je lançai machinalement. La maison vide ne renvoyait que l'écho de ma propre voix. Le chapeau était tout au fond du placard. Sarah avait la maniaquerie même folle, elle n'avait pas perdu cette habitude. Dave est venu à la maison en tant qu'invité, a pris mon chapeau pour elle essayer et Sarah elle a chassé de force avec un couteau à la main avant de jeter le chapeau par la suite. Je l'ai trouvé dommage et elle est discrètement récupérée. Maintenant seulement je comprends que la personne qui elle a blessée avait une carrure aussi imposante que celle de Dave. Les traumatismes psychologiques laissés par elle enfance, même s'ils sont mentalement refoulés, restent profondément gravés dans son corps. J'y ai eu un moment d'égarement, qu'est-ce qui se passe? Sarah n'est pas là et pourtant elle semble être partout. Je sortis un scalpel du dessus de l'armoire suspendue et le brandis quelquefois.
Ma respiration était un peu difficile mais ma main restait stable en poussant la porte. C'était l'heure de pointe, tout le monde se précipitait chez soi dans le vent glacial tandis que moi tête baissée je sortais de chez moi comme un navire à contre-courant. Je connaissais ma destination mais perdu dans l'immensité je me sentais un peu seul. Et l'avion de Jack et Sarah décollait à 20h. Une fois qu'ils auront décollé je pourrai en finir avec Karl Morgan. Peu importe si nous ne divorçons pas, j'y emmènerai Karl avec moi et laisserai toute la fortune à Sarah. Désormais elle n'aura plus à vivre dans la peur. Les dettes du passé seront effacées. 11 Je n'ai trouvé personne à la boucherie de Karl Morgan, seulement des photos obscènes dans la chambre noire. Il portait un masque lors de ses crimes rendant difficile pour les jeunes enfants d'identifier ses traits. Les victimes sur les photos étaient toutes très jeunes, leurs visages marqués par la terreur et le désespoir. Karl considérait la souffrance de ses filles comme des trophées, notant méticuleusement au dos de chaque photo cabane dans les bois, fille en robe rouge 3 fois, petite cerise dans la ruelle une fois, entrepôt abandonné, celle aux chaussures blanches une fois. Celle aux chaussures blanches était couverte des ecchymoses témoignant d'une résistance farouche, son visage enfantin portant et l'ombre de Sarah. Après ces quelques photos suivaient des clichés insoutenables de la scène de crime montrant mes parents et mon petit frère étendus dans des flaques de sang. En dessous une petite inscription disait: il a gâché mes plans, je dois le faire taire. Karl avait emmené Sarah dans un entrepôt abandonné pour la violer quand il tomba par hasard sur mon père. Mon père n'avait pas clairement vu le visage de Karl, il s'était contenté de sauver Sarah inconsciente et de l'emmener à l'hôpital. Un mois plus tard, Karl, après avoir repéré les lieux, fit irruption chez moi pour me tuer et me faire taire. Les voisins disaient tous que Sarah avait été souillée, ses parents ne pouvant supporter la honte la laissèrent dehors même après la tombée de la nuit, souhaitant presque qu'elle meure. Ainsi Sarah, cachée derrière le mur de la cour, assista à toute la scène de Karl commettant son crime avant de s'enfuir. Sarah et moi nous étions déjà liés par le destin depuis longtemps. En continuant à feuilleter, je suis tombé sur une série de chiffres familiers suivis d'une information de vol. Karl ne venait pas pour moi, il avait reconnu Sarah, celle aux chaussures blanches, dans l'entrepôt abandonné. Cette fois où il avait échoué était devenue l'obsession la plus tenace de sa vie. Une colère sans limite submergea mes derniers restes de raison et dans le miroir mon visage pâle se tordait de haine. Ne descends pas Karl, et là il cherche Sarah. La voix à l'autre bout était très bruyante. Jack étira ses mots pour me demander: tu dis quoi? On est descendu zone A3, c'est trop bruyant ici, j'y entends mal. La zone A3 n'est pas loin, j'y arrive. Une silhouette massive passa rapidement devant moi telle une ombre furtive et mystérieuse. En le voyant sortir de sa poche une bouteille de liquide marron avec des gants, je n'eus pas le temps de réfléchir et me précipiter vers lui, un scalpel à la main. Un chaos indescriptible, ça fait si mal, mon corps semblait s'être dissocié en 1000 morceaux, impossible de distinguer quoi que ce soit. Des rubans multicolores semblent défiler devant mes yeux mais je n'arrive pas à les voir clairement ni à les comprendre. Soudain une sensation de légèreté, la douleur a disparu. 12 Les méfaits de Karl Morgan sont enfin exposés au grand jour et l'opinion publique a complètement basculé. Le loup maléfique qui savait si bien se cacher a finalement été traduit en justice. Quant à moi, je portais toujours sur moi un scalpel spécial et j'y avais forcé la porte de Karl. Tout le monde savait pertinemment que je voulais combattre la violence par la violence. Beaucoup ont plaidé en ma faveur affirmant que j'y avais agi en légitime défense, mais la loi est impartiale et je n'avais pas l'intention de réclamer une faveur exceptionnelle. Avant même le verdict, ma vie avait atteint son terme. Le temps devenait de plus en plus chaud et Jacques vint me rendre visite en portant Sarah sur son dos. C'est seulement à ce moment-là que j'y ai découvert que la bouteille marron de Karl ne contenait pas de l'acide mais du révélateur pour développer des photos. Quand elle était petite, Karl n'a pas réussi, elle est pure. Je sais, Jacques hocha la tête, même si Karl l'avait vraiment violée, je ne l'aurais pas rejetée pour autant. Les yeux de Sarah avaient été brûlés, elle était devenue aveugle. Je lui ai menti en disant que tu l'as rejetée parce qu'elle était aveugle, que ce serait trop difficile de s'occuper d'elle. Jacques hésita quelques secondes. Tu peux me haïr. Je secoue la tête comme si elle était remplie de plomb. Mes lèvres s'ouvraient et se ferment plusieurs fois avant que je ne parvienne à prononcer 2 mots: merci. La mort est trop douloureuse, je préfère qu'elle vive avec de la haine envers moi, qu'elle grince des dents chaque fois qu'elle pense à moi et qu'elle vive longtemps joyeuse et pleine de vie. Je suis reconnaissant de ne pas avoir subi de chimiothérapie, au moins à ses côtés je reste tel qu'elle se souvient de moi. Ses yeux: ne t'inquiète pas, nous attendons un donneur compatible. Et l'expression de Jacques est aussi grave que s'il prêtait serment: je prendrai soin d'elle pour toi. Non, après ma mort les cornets donnaient-les à elle. Ces derniers jours mon état s'était amélioré, je savais que c'était un sursaut avant la fin. J'y ai profité de ces jours pour régler mes affaires posthumes, y compris le don de mon corps. J'y ai essayé de lécher mes lèvres mais je n'ai même pas pu les sentir. Le dernier soufflet s'échappe de ma poitrine emportant avec lui un soupir comme des habitudes. Ne lui dis rien. La lumière du soleil filtre à travers les barreaux de la fenêtre et se pose sur mon lit d'hôpital. Mes paupières sont trop lourdes pour se soulever. Je m'endors dans mon rêve, c'est toujours cet après-midi ensoleillé avec le petit bureau bancal. Chant des cigales, uniforme scolaire, douce odeur de pastèque, les pages des livres bruissent sous le vent. Sarah était si fatiguée qu'elle ne tenait plus assise, laissant sa tête reposer sur mon épaule tout en bâillant par intermittence. Les ombres tachetées des arbres se posaient sur les cils de Sarah encerclant tout mon monde. Sarah, histoire supplémentaire, dis-moi ce que tu veux manger, je t'achète. Tu t'occupes toujours à n'importe quoi, le médecin a dit que tu avais besoin de te reposer. Jacques attrapa mes doigts, les enveloppant soigneusement dans plusieurs couches. Je veux faire des raviolis italiens faits main mais je n'y arrive jamais bien. Les gestes de Jacques étaient quelque peu maladroits et après quelques secondes d'hésitation il finit par dire: Ethan t'a abandonné, pourquoi continues-tu à penser à lui? Je fermai à demi les yeux pour me ressaisir puis répondis d'une voix enjouée: sais-tu pourquoi Ethan adore les raviolis italiens faits maison fourrés au jaune des œufs? Après le cauchemar vécu dans l'entrepôt abandonné de l'usine de chaussures, un cauchemar encore plus terrible m'attendait. Le mépris et l'indifférence de mes parents, les commérages des voisins, les calomnies et les diffamations de mes camarades de classe. Ne reste pas à la maison si tu n'as rien à faire, ça m'énerve. Une jeune fille qui court partout en jupe courte, elle mérite de se faire agresser par des voyous.
Vous êtes au courant, Sarah en 9e année est une petite délinquante, elle s'est fait tabasser pour avoir eu une relation trop jeune. Pourtant c'est moi la victime, pourquoi tout le monde pense que j'y ai tort? Ne pleure pas, si ce salaud revient te faire du mal, je te protégerai au péril de ma vie. Le soleil a fait irruption dans ma vie aussi soudain que impétueux. Ethan, ce nom m'a accompagné durant les jours les plus sombres. Notre situation financière était déjà précaire et mon père s'était endetté jusqu'au cou pour son commerce après que Ethan soit venu vivre chez nous. Notre quotidien s'est visiblement amélioré. Ethan ne m'a jamais appelé grande sœur et gardé ses distances. Nous allions à l'école et l'un après l'autre, et si quelqu'un posait des questions nous disions simplement être voisins. Malheureusement les beaux jours ne durèrent pas. Un an plus tard, l'oncle d'Ethan cessa de verser à mon père l'argent de subsistance. L'oncle d'Ethan en tant que tuteur s'était approprié tout l'héritage des parents d'Ethan. La famille entière partit et s'installait à l'étranger et on n'entendit plus jamais parler d'eux. À partir de ce moment-là à la maison ce fut souvent du pain blanc avec des légumes salés, des trognons et feuilles de légumes ramassés devant le marché, cuits en une soupe où on ne voyait même pas la moindre trace d'huile. Mon père gardait encore un peu d'espoir en Ethan, persuadé que cet oncle malhonnête pourrait revenir, alors il réservait encore un œuf par semaine pour Ethan. À chaque fois Ethan me laissait discrètement sa part, bien qu'il en bavait des envies, il me mentait en avalant sa salive. Sarah, mange-toi, je suis allergique aux œufs. Je ne sais pas depuis quand notre manière d'être ensemble a lentement changé. Adolescents en fleurs, nous ne savions rien et pourtant nous savions tout. La chef de classe avait un faible pour Ethan. Pendant la pause déjeuner, elle m'a renversé de au-dessus, m'a tiré les cheveux et déchiré mes vêtements. Petite traînée, tu fais ta timide à peine quelques années et tu traînes déjà avec des hommes, quelle honte, je te préviens, tiens-toi loin des Ethan, c'est un élève modèle et toi tu n'es rien. Je serrai la bouteille d'eau pour riposter quand j'y ai aperçu Ethan passant devant la porte. Mon cœur s'est inexplicablement serré. Ethan avait-il entendu leurs propos? Que allait-il penser? Soudain un seau d'eau glacée s'abattit sur les filles qui m'encerclaient. Qui joue vraiment les petites caïds en entourant quelqu'un pour l'arroser et elle insulter? Ethan me releva posant sa veste des uniformes sur ma tête. Je ne veux pas maltraiter les filles, mais ne touchez pas à ma sœur non plus. Ce grande sœur m'avait tiré des affaires, mais je n'en éprouvais aucune joie. C'était comme si cela avait défini notre relation, lui signant son arrêt de mort. Quand Jacques m'a emmené, je n'avais même pas envisagé de revenir vivante. De toute façon personne ne voulait plus de moi, personne ne souhaitait que je vive. Jusqu'à ce que je me casse la tête en poursuivant une pomme. Ethan écarta la femme à ses côtés et courut vers moi pour me prendre dans ses bras. C'est alors que je réalisais, pendant ces jours manquants dans ma mémoire, j'y étais devenue sa femme. 10 ans de mariage, j'y avais obtenu ce que je désirais, mais justement je ne me souvenais de rien. Je n'étais pas préparé psychologiquement, je ne savais pas comment me comporter avec lui. Profiter de mon esprit confus pour me forcer à t'épouser, tu me dégoûtes. Ce n'est pas lui qui me met en colère, c'est moi qui n'arrive pas à me surpasser, mais cette phrase que j'y ai dite semble vraiment l'avoir blessé. Ma mère est venue me voir en vitesse et sa première phrase a été de me presser de m'accrocher à Ethan. Ethan est maintenant chef de service dans un grand hôpital, il est jeune et compétent qui ne l'aimerait pas, et puis j'y ai entendu dire que son oncle a des nouvelles, il pourrait peut-être récupérer la fortune familiale qui avait été détournée. Heureusement que tu as repris tes esprits, surveille bien Ethan, ne le laisse pas s'échapper. Ces mots étaient comme un couteau tranchant érodant peu à peu ma fierté et disséquant ma douleur. Je suis condamné à une libération impossible et j'y ai ruiné la vie d'Ethan. Divorçons, peut on ne pas divorcer? Après tant de détours, je n'arrive toujours pas à m'y résoudre, il est comme un cerf-volant, je veux le laisser s'envoler mais je crains qu'il ne s'éloigne vraiment. La dernière fois que je l'ai vu, il se jetait sur ce boucher massif. Un liquide chaud m'éclabousse le visage, après une douleur fulgurante je perds la vue et Ethan. Sarah, à quoi penses-tu? Une douleur fine et persistante me parcourt les doigts. Je lève les yeux vers Jacques avec un sourire, tu savais que la dernière image qu'on voit avant de mourir reste imprimée sur la rétine. Poursuivre la justice, pourquoi est-ce mal? Je l'interromps en inspirant profondément, je t'ai vu et les lumières de la salle des opérations brillantes comme le soleil d'été. Jacques n'a pas pu se retenir, ses yeux se sont soudainement rougis, je plaisantais, pourquoi tu es si tendu? J'y ai éclaté de rire, tu es si facile à berner, comment un corps pourrait-il conserver des souvenirs alors que la conscience s'est dissipée? Tu m'as vraiment fait peur. Jacques s'est tourné essuyant discrètement ses lunettes comme si de rien n'était. Ses yeux étaient bien ceux d'Ethan, j'y ai clairement vu les 10 années que nous avions manquées. J'y ai vu l'amour que j'y avais tant essayé de cacher et les vagues qu'il avait tant tenté d'apaiser. Les narcisses sur la table fleurissent en abondance, leur parfum embaume l'air. Ethan a prêté sa vie portant cet été vers la lumière pour rejoindre les siens. Têtu comme à son habitude, sachant que je crains l'obscurité et les fantômes, il n'est jamais venu une seule fois dans mes rêves. Je ferai comme il l'aurait souhaité, vivant joyeusement et pleinement, sentant avec ses yeux pour guide. Pour moi c'est une occasion manquée, mais pour lui c'est une réunion. Et lui et moi nous finirons par nous retrouver fin.